Lutte contre l'épidémie de coronavirus, le Sénégal prend ses dispositions pour contrer la maladie. Les 5 mesures fortes annoncées par le chef de l'État satisfont au docteur Khoudia Sow, médecin anthropologue et invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. La spécialiste fait tout de même des recommandations pour l'accompagnement des malades. Vous l'entendrez au tout début de cette édition. À Thiès, le campus universitaire commence à se vider de son monde. Les étudiants plient bagages et rentrent chez eux conformément à la décision du chef de l'État de fermer écoles et universités dès demain lundi 16 mars pour une durée de 3 semaines. Pendant ce temps, l'équipe municipale de Louga se prépare et se met en croisade contre le virus Covid-19. 3 camions de produits antiseptiques ont été déployés dans les quartiers et lieux à forte affluence de la ville de Louga. Sur l'international, le Vatican annule toute célébration de la Semaine sainte de Pâques. C'est en raison de l'état actuel d'urgence sanitaire internationale, alors que la France a décidé de réduire fortement les transports longue distance pour limiter la propagation du coronavirus. Les sports et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Marie-Rosalie Ndiaye vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Toun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. État d'urgence sanitaire contre la Covid-19, le Sénégal passe à un stade supérieur. De fortes mesures sont annoncées par le chef de l'État hier lors d'une réunion d'urgence convoquée au Palais de la République. Il s'agit de mesures qui respectent les conventions sanitaires internationales conformément aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé pour stopper la chaîne de transmission. C'est l'avis du docteur Khoudia Sow pour la médecin anthropologue. Toutes les mesures de confinement et d'isolement entraînent du coup un impact économique et psychologique. Voilà pourquoi la spécialiste recommande la mise en place de mesures d'accompagnement sur fond de solidarité humanitaire. C'était dans Objection de ce matin avec Bayomar Gueye. Nous l'écoutons. Je pense que ce sont des mesures qui sont tout à fait appropriées. Ce sont des mesures qui répondent aux normes internationales qui sont édictées par le règlement sanitaire international et par l'OMS. Je pense que le chef d'État a pris la mesure d'écouter les conseillers. Nous avons au Sénégal un comité national de gestion des épidémies qui est composé de différentes spécialistes dans la matière qui ont donné des conseils au chef de l'État et qui les a appliqués sur la base de ces recommandations. Après, maintenant, ces mesures, une fois qu'elles sont édictées, c'est important de voir comment elles vont être appliquées. Parce que chacune de ces mesures est en rapport avec un secteur spécifique. Et chacune de ces mesures va entraîner aussi d'autres types de conséquences. Et maintenant, c'est vraiment la mise en place de dispositifs d'accompagnement. Et vous avez vu que l'une des premières mesures aujourd'hui, c'est de dire que les cas vont être centralisés dans un hôpital, qui est un hôpital de Diamniadio. Je pense que le choix de Diamniadio, c'est parce que Diamniadio est à l'entrée de Dakar et qu'il y a une structure. Et aussi, il a parlé du renforcement des capacités de réanimation qui vont... C'est vraiment dans la prévision. Pour l'instant, tous les cas qui ont été traités ont été guéris. Oui. Et les autres cas qui sont encore dans les structures sanitaires en isolement évoluent favorablement. Maintenant, c'est vraiment la prévision des situations où on serait avec des cas compliqués, notamment chez les personnes âgées ou les personnes qui ont des comorbidités et qui demanderaient une prise en charge beaucoup plus spécialisée. Et c'est pour ça que voilà, on est passé aujourd'hui à un autre stade de l'épidémie avec des mesures toutes les mesures, il faut les voir, on a 2 grands principes. Le premier principe, c'est d'éviter que les gens infectés ne pénètrent au Sénégal à travers le contrôle sanitaire, l'interdiction des bateaux de croisière et contrôle aux frontières, mais aussi des mesures d'éviter qu'il y ait des contacts interhumains de masse, où là, si vous avez un sujet qui est infecté, risque d'infecter beaucoup de personnes. Et ces mesures-là, on sait qu'elles ont été efficaces. Les pays qui les ont prises à temps, elles ont permis d'améliorer la riposte et elles ont permis d'éviter un certain nombre de complications. Après, maintenant, les mesures d'isolement. Il faut savoir que toutes les mesures d'isolement et de confinement, quand vous demandez à des gens de rester chez eux, ce sont des mesures qui ont des impacts qui sont parfois pour vous, difficiles. Ça a été un manquement ou
que ces mesures, par exemple, en parlant justement des mesures d'isolement, de confinement, risquent d'entraîner un impact sur le plan économique? D'abord, c'est la maladie elle-même qui a un impact. Aujourd'hui, regardez, toutes les personnes qui sont confinées en Italie, qui sont confinées en France, ne travaillent plus. Vous connaissez l'apport économique que ces personnes ont pour les populations du Sénégal. Donc ces mesures-là, elles ont un impact économique sur ces foyers qui aujourd'hui, au Sénégal, un certain nombre de ressources financières, elles en sont privées. Donc, d'abord, en amont, vous avez les effets économiques, mais les effets économiques aussi se vont sentir dans beaucoup de secteurs au Sénégal. Le tourisme, les compagnies aériennes, vous avez... Là, il va y avoir beaucoup de secteurs. Vous avez vu que le Hajj a été interdit, donc il y a beaucoup de secteurs qui vont souffrir. Mais ceux qui sont en isolement vont également souffrir parce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent plus travailler. Donc, une des choses que nous avons, leçon apprise que nous avons apprise de l'épidémie d'Ebola, c'est que quand on prend des mesures de confinement pour des personnes qui sont en surveillance communautaire, il est important de mettre en place des mesures d'accompagnement, ne serait-ce que des repas, ne serait-ce que un accompagnement psychologique, parce que rester confiné, c'est une souffrance psychologique. Donc pour Ebola, il y a un comité qui a été mis en place et qui accompagnait les personnes. Aujourd'hui, et ça a été une leçon apprise d'Ebola, donc toutes les personnes... Vous avez effectué l'étude vous-même dans ce domaine? Oui, effectivement, à l'époque on avait fait une recherche qui avait identifié que ça c'était un besoin, un besoin. Quand les populations nous ont expliqué ce qu'elles avaient souffert, y compris les professionnels de santé qui étaient en isolement, parce que les professionnels de santé, vous savez, c'est vraiment... c'est aussi un père de famille, une mère de famille, et vous les mettez enfermés, vous leur demandez de rester chez eux. C'est important parfois de mettre en place des mesures d'accompagnement, alors que vous savez que le Sénégal est le pays de la Soutoura. Les gens ne vont pas vous dire toutes les difficultés qu'ils ont, mais lorsque nous avons fait cette enquête, nous avons identifié ça comme une mesure d'accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, vous avez vu un chef religieux qui a promis une contribution financière de 200 millions. Le chef de l'État lui-même a pris la première mesure qui était la mise en place d'une subvention de 1,4 milliard pour répondre à l'épidémie. Mais avec à l'allure où nous sommes en train d'aller, je pense qu'il est important de prévoir aussi des financements additionnels qui pourraient venir de tous les Sénégalais. J'ai entendu une proposition très pertinente sur la mise en place d'un fonds de solidarité, parce que ça, c'est une urgence sanitaire. Vous savez très bien, quand la santé ne va pas, rien ne va. Elle a un impact économique. On a vu l'impact sur le monde, les bourses qui se sont effondrées. C'était donc Dr Khoudia Sow, médecin anthropologue et invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. L'université de Thiès se vide de ses étudiants. Vous le savez, le président de la République a décidé hier de fermer écoles et universités dès demain lundi 16 mars. Pour donner corps à ces recommandations, le directeur du CROUS rencontre depuis 11 heures les présidents des amicales. Nous avons en ligne Babacar Ndao en direct de Thiès. Bonjour Babacar. Bonjour Adi Fatou Bari, vous l'avez dit, cette rencontre vient à l'instant de prendre fin, une rencontre sur l'initiative du directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès, Chersal, en accord avec Madame le recteur, représentée ce matin par son secrétaire général, Malik Sow, mais également les 6 présidents d'amicales de l'université de Thiès. Il a été question donc d'harmoniser un peu les actions et de mettre en œuvre ces importantes décisions prises hier par le chef de l'État. Et ils sont tous unanimes que ces décisions s'imposaient et dès demain, les cours vont cesser ici au niveau de l'université. Par voie de conséquence, le campus social va fermer ses portes. D'ailleurs, certains étudiants n'ont pas attendu demain. Depuis ce matin, le campus a commencé à se vider de ce monde. Comme pour dire que les étudiants également ont pris conscience de l'ampleur du coronavirus. Pour l'instant, d'ailleurs, les différentes parties prenantes sont en train de se prêter aux questions des confrères ici à la direction du groupe pour dire que donc,
l'université de Thiès, donc dans son entièreté, adhère à la décision du chef de l'État. Le campus sera fermé demain. Toutes les dispositions sont prises pour accompagner, disons, le retour des étudiants dans leurs foyers respectifs pour 3 semaines. Notre aspect, coïncidence heureuse, c'est un dimanche, la ville de Thiès est très calme, même si certains événements, je ne dis pas religieux, mais familiaux sont en train de se tenir. On voit par des bâches qui sont érigées, comme si certains disons, n'étaient pas au courant de cette mesure du président, des baptêmes par-ci, des mariages par-là, pour dire que quand même, il appartient aux autorités locales, notamment le préfet, les forces de sécurité, de veiller à de telles pratiques qui devraient regrouper du monde à Fatou Bari. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut retenir. Babacar Ndao à la direction du Crous de Thiès pour Sud FM. Merci beaucoup Babacar Ndao qui revenait donc sur cette rencontre entre le directeur du Crous et les présidents des amicales de l'université de Thiès. Découverte du cas positif de Covid-19 à Nianing, c'est dans le département de Mbour. Les autorités médicales de la région désinfectent les lieux d'habitation du sujet. C'est pour protéger les populations environnantes. Babacar Sow nous en dit un peu plus. Après la découverte du cas positif du Covid-19 à Nianing avec la Française de 68 ans évacuée à Dakar, la région médicale de Thiès et le district sanitaire de Mbour ont fait face à la presse. C'était dans le but de revenir sur les attitudes à tenir par les populations pour ne pas être contaminées en cas de découverte de cas positifs de la maladie. Des autorités médicales qui ont rencontré la presse juste après avoir visité et désinfecté les lieux où vivait la Française atteinte du coronavirus. Dr Malik Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Thiès. Ce qui fait qu'on demande, en cas d'épidémie, d'être à plus d'1 mètre de la personne qui est atteinte. Parce que si cette personne-là éternue, les gouttelettes ne peuvent pas faire plus d'1 mètre. Sinon, les gouttelettes vont tomber par terre. Parce que ce sont des particules quand même qui sont assez lourdes, pas des particules en suspension à l'air. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire une pulvérisation de masse. Mais ce qu'on fait, c'est la désinfection des locaux. Quand un patient est testé positif, alors on suppose que ces sécrétions sont en contact avec ces équipements, le lit, les armoires et tout ça. Et on dit que le virus peut vivre en dehors au minimum 3 heures de temps sur les espaces inertes. Donc on aura besoin en ce moment-là de faire une pulvérisation pour tuer le virus qui est en suspension des équipements. A signalé, selon le docteur Malik Ndiaye, médecin-chef de région à Thiès, la personne qui avait acheminé la Française à Dakar a été confinée, isolée de sa famille en attendant les résultats des tests faits sur lui. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, après Mbour, direction Louga où l'équipe municipale se met en croisade contre le coronavirus. Le maire a déployé 3 camions de produits antiseptiques à distribuer dans tous les lieux de forte affluence des 11 quartiers de la ville. La campagne de prévention et de sensibilisation a démarré par un récital de Coran, nous dit Lamine Gueye Saman. Prévenir vaut mieux que guérir. L'équipe municipale de Louga a fait de cet adage le sien. Le ministre-maire de la commune, Moustapha Diop, a annulé toutes ses activités politiques et autres rencontres du week-end. En lieu et place, 3 camions remplis de produits antiseptiques à distribuer dans les 11 quartiers de la ville, dans les lieux de culte, dans les daras, les marchés et tous les milieux à grande affluence. Le démarrage de cette campagne sera suivi dans les plus brefs délais d'une dotation aux structures sanitaires d'appareils de détection de toute personne porteuse du Covid-19. Papis Camara. Le ministre-maire Moustapha Diop appelle à l'union de toutes les forces, quelle qu'en soit leur position politique, partisane, religieuse, à une union dynamique pour que Louga soit unie debout pour faire face à cette grande pandémie qui est en train de menacer notre santé. Il a déployé 3 camions d'antiseptiques pour aider tous les Lougatois à se prémunir contre cette pandémie. Il dit qu'il faut aller vers les centres de santé, hôpital et autres, il faut aller vers les daras, il faut aller vers les marchés, là où véritablement il y a une grande affluence et là où il y a le risque. Il a pris aussi ses dispositions par devers lui de mettre à la disposition de toutes les structures sanitaires de Louga l'appareil pour pouvoir tester efficacement la maladie. Les conseillers municipaux comptent jouer leur partition dans cette campagne initiée par le maire afin que Louga soit indemne du coronavirus. Fatamba, conseillère municipale. Accompagné de ces braves dames, nous allons transférer ça dans le milieu. Ainsi, je pense que les objectifs vidés seront atteints. Donc, nous avons un défi qui nous attend. C'est quel défi? Le fait d'éraguer
intégralement le coronavirus. Et d'ici peu, on en entend pas parler. Le lycée Malick Sall, le stade Albouri Ndiaye, la gare routière de Dakar, les premières étapes visitées par les hommes du maire. Le lancement de cette campagne de prévention et de sensibilisation a été précédé par un récital de Coran qui a réuni tous les imams et oulémas de Louga à la grande mosquée sise au quartier Tchorna. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. À Saint-Louis, le lycée des jeunes filles Ahmed Fall a accueilli ce week-end la plateforme mondiale des femmes entreprenantes du Sénégal. À cette occasion, une conférence partage sur le civisme a été organisée pour inculquer un certain nombre d'actes civiques aux élèves. En ce contexte de coronavirus, un dispositif de lavage des mains a été mis en place à l'entrée de l'établissement. Yves Tandang. C'est par le lycée Ahmed Fall des jeunes filles de Saint-Louis que la plateforme mondiale des femmes entreprenantes du Sénégal a démarré sa série de conférences partage sur le civisme. Une manière pour ses membres d'intégrer très tôt le civisme dans le comportement des élèves. Madeleine Sonko est la présidente de cette plateforme mondiale, Bureau du Sénégal. Nous organisons donc une conférence partage, sensibilisation sur le civisme au lycée Ahmed Fall de jeunes filles de Saint-Louis, pour écouter nos jeunes filles, la future génération leader de demain, sur les questions de civisme, savoir ce qu'ils en pensent et comment ils le conçoivent. Ce qui va nous permettre évidemment d'évaluer ensuite pour voir comment on peut vraiment intégrer le civisme dans le comportement des enfants, car chaque être humain appartient à une communauté, à un pays, et devrait porter ce pays par son comportement. Une occasion également saisie par les femmes membres de la dite plateforme pour poser un certain nombre d'actes civiques au niveau de ce lycée qui les accueille. C'est justement de se protéger les uns les autres, en se lavant les mains régulièrement, en évitant de se donner la main. Les respecter, c'est faire preuve de civisme. Aujourd'hui, nous avons installé des satalas à l'entrée et on a demandé à chaque personne qui est entrée à cette conférence, aussi bien les élèves que les personnalités, de se laver les mains. Des échanges qui vont beaucoup apporter aux élèves de cet établissement scolaire dans un contexte où l'on parle de coronavirus, à en croire Khadiba, proviseur du lycée Ahmed Fall. Ils ont donné une belle leçon parce qu'à l'entrée, nous avons tous les dispositifs nécessaires pour lutter contre la maladie. Et en plus de cela, les leçons même de civisme conduisent forcément à la prise de mesures d'hygiène nécessaires à la vie en commun en société. Des sketchs et des pièces théâtrales animées par les élèves ont été également au menu du programme de cette conférence partage. Saint-Louis, Yves Tandang, Sud FM. Nous restons avec Yves Tandang pour parler de cette activité qui s'inscrit donc dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, précise Marie Sabara. La chargée de programme Élimination des violences faites aux femmes et aux filles à ONU Femmes estime que les femmes devraient accomplir leurs actes et responsabilités de citoyennes pour pouvoir participer au développement. Marie Sabara est au micro de Yves Tandang. C'est notre responsabilité d'accompagner les populations, d'accompagner toutes les catégories sociales. Et la plateforme, c'est notre partenaire. Et nous travaillons avec la plateforme pour contribuer à l'autonomisation économique des femmes et à toute forme aussi d'autonomisation de la femme. Alors, nous sommes venus aujourd'hui spécialement parce que cette activité, nous avons tout le mois de mars pour célébrer les droits des femmes et nous sommes venus aujourd'hui avec la plateforme pour célébrer ça avec les jeunes. Et célébrer ça avec les jeunes a beaucoup de sens pour nous parce que nous sommes dans un contexte où nous sommes en train de célébrer les 25 ans de la plateforme de Beijing 95. Et la plateforme de Beijing 95 compte beaucoup pour les femmes, compte beaucoup pour les gouvernements, parce que c'est la plateforme aujourd'hui qui a eu à définir les 12 domaines critiques dans lesquels nos pays s'étaient engagés pour travailler pour l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui travailler avec la plateforme au niveau de cette école et je pense qu'elle va aller aussi dans plusieurs écoles pour partager en fait cette notion de génération égalité, mais surtout de civisme, parce que pour être dans la génération égalité, pour que les femmes puissent participer au développement, il faut aussi qu'on accomplisse notre acte de citoyen, notre responsabilité de citoyen et de citoyenne.
Ce dimanche 15 mars 2020 marque le 3e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, 5e khalife de Maodo, chef religieux, homme politique, homme de lettres et de sciences, opérateur économique. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a dirigé le khalifa Tidjane pendant 5 ans avant de s'en aller à tout jamais le 15 mars 2017. Il avait 92 ans. À noter que la ziara générale de Tivaouane, initialement prévue aujourd'hui, a été reportée par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et c'est pour se conformer à la décision prise par le président Macky Sall d'interdire toute manifestation publique sur une durée de 30 jours dans toute l'étendue du territoire. Tout de suite, la page inter. Sud International. En raison de l'actuelle urgence sanitaire internationale, les célébrations de la semaine de Pâques vont se dérouler sans fidèles, précise donc un communiqué du Vatican. C'est pour protéger les fidèles de la propagation du virus Covid-19. À noter que le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde a dépassé les 150 000, dont plus de 5 700 décès dans 137 pays et territoires du monde. En France également, les autorités ont pris la décision de réduire fortement les transports longue distance pour limiter la propagation du coronavirus. Le nombre de cas en France a doublé en 72 heures. Près de 4500 cas sont dénombrés et 91 morts. Le nombre de cas confirmés dans le monde qui continue de s'élever alors que l'Autriche interdit désormais les rassemblements de plus de 5 personnes. Tout de suite, les sports. En sport, la Fédération internationale du sport automobile annule la 3e manche de Coupe du monde d'aviron prévue du 23 au 24 mai prochain en Suisse et aussi les qualifications olympiques qui devaient avoir lieu du 17 au 19 mai. Le coronavirus est passé par là à 12h passées de 23 minutes. On passe à la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Marie-Rosalie Ndiaye. Bienvenue à tous, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Face à la propagation du coronavirus au Sénégal, le président de la République a pris 5 mesures fortes, parmi lesquelles l'interdiction pour 30 jours de toutes les manifestations publiques et la suspension des cours pendant 3 semaines. C'est à l'issue d'une réunion d'urgence qu'il a présidée samedi après-midi au palais présidentiel. On l'écoute au micro de Rapsa Ilimanouane. Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de 3 semaines à compter du lundi 16 mars 2020. Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés. Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage pour l'année 2020 au lieu saint de l'islam et de la chrétienté. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à tous nos guides religieux à accompagner le gouvernement et tous les services de l'État concernés dans la mise en œuvre des recommandations du Comité national de gestion des épidémies. S'agissant de la célébration de la fête nationale du 4 avril, je présiderai au Palais de la République une cérémonie de prise d'armes.
Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l'ensemble du territoire national. Et puis à la date du samedi 14 mars, le Sénégal a enregistré 22 cas positifs de Covid-19. 3 nouvelles contaminations ont été notifiées le même jour par l'Institut Pasteur de Dakar. Les précisions du docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Samedi 14 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu de l'Institut Pasteur de Dakar les résultats des examens virologiques ci-dessous. 3 prélèvements sont revenus positifs. Il s'agit d'un bébé de 2 ans, fils du Sénégalais résident en Italie, et déclaré positif le 11 mars 2020. Le deuxième cas positif est un ressortissant espagnol âgé de 51 ans, arrivé le 10 mars 2020 au Sénégal et résident à Dakar. Enfin, le troisième cas positif est une ressortissante française âgée de 68 ans, arrivée le 12 mars 2020 au Sénégal et résident à Nianing. La prise en charge des patients qui sont hospitalisés à Dakar au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales et à Touba au centre de santé de Darou Marnane se déroule bien. L'état de santé de ces patients est stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale poursuit le suivi des contacts et invite l'ensemble de la population à la sérénité, au calme et au respect des mesures recommandées. Le Sénégal a suspendu toutes les opérations liées au pèlerinage à la Mecque pour cette année, une demande de l'Arabie Saoudite adressée au président Macky Sall pour éviter la propagation du coronavirus à Damandione. L'Arabie Saoudite va tout droit vers la suspension du pèlerinage à la Mecque édition 2020. C'est pourquoi l'État du Sénégal, sur demande des autorités saoudiennes, interdit aux agences tout enrôlement, tout contrat de réservation d'hôtels et de restauration et aux populations toute procédure financière allant dans le sens de s'inscrire pour les pèlerinages à la Mecque. Amadou Ba et le ministre des Affaires étrangères. Concernant le Hajj, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar nous a transmis le 11 mars 2020 une note verbale par laquelle le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah demande au gouvernement du Sénégal, à tous les gouvernements des pays musulmans, je cite, de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition 2020 du pèlerinage à la Mecque, jusqu'à ce que la trajectoire du Covid soit claire. Cela signifie que l'Arabie Saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers. Des mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19 qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes à travers le monde, ajoute le ministre. Apprécie positivement les mesures prises par les autorités saoudiennes pour éviter autant que possible la propagation de ce virus dans le monde musulman. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Dakar précise et invite les acteurs à attendre une note officielle d'Arabie Saoudite avant toute opération préparatoire. Les jeunes notaires du Sénégal sont en grève de la faim depuis vendredi pour exiger le décret de nomination du président de la République pouvant leur permettre d'exercer leur métier. Ils ont fait face à la presse jeudi. Aïssatou Gueiba. Cette année, dans le notariat, une profession qu'ils exercent grâce à leur admission au concours des notaires en 2013. Aujourd'hui, le collectif des 22 notaires attend toujours la signature du président de la République Macky Sall relative au décret de nomination leur permettant d'exercer la profession. Après plusieurs tentatives pour faire réagir les autorités en vain, le collectif entend faire une grève de la faim illimitée pour faire pression sur les autorités. Et là, Mansour Diop, coordinateur du collectif des 22 notaires. Primé de la profession sont tous les jeunes qui n'ont ni papa, ni maman notaire, ni tonton notaire, et qui ont fait leurs études et qui voudraient bien devenir notaire et qu'on exclut de la profession. Une grève de la faim sera entamée dès demain, après la prière du vendredi. Le lieu de démarrage de cette grève de la faim vous sera communiqué
par courriel. Un combat qui ne laisse pas indifférent le regroupement des diplômés sans emploi et qui entre dans la danse. D'ailleurs, ils envisagent de porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. Yves Zalé, président du regroupement des diplômés sans emploi. D'ailleurs, le regroupement des diplômés sans emploi, comme il l'avait fait avec les UG, va porter plainte contre l'ordre des notaires pour rupture d'égalité. D'ailleurs, nous exigeons l'ouverture immédiate du concours. Parce que le concours la dernière fois le concours a été organisé en 2013, ça fait 7 ans de cela. Nous, le regroupement des diplômés sans emploi, exige l'ouverture immédiate du concours d'accès à la profession de notaire. Et nous demandons un recrutement en masse. Nous demandons et nous exigeons que l'âge de la retraite pour les notaires soit limité à 65 ans. Plusieurs revendications, mais aucune réaction de la part des autorités jusqu'ici. De jeunes notaires au chômage qui attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Et pour cela, ils interpellent les autorités et comptent mener plusieurs plans d'action pour obtenir gain de cause. Sur 16 millions d'habitants au Sénégal, moins de 500 000 paient l'impôt, ce qui freine le financement des politiques publiques. La Direction générale des impôts et domaines a lancé jeudi son programme Yatal, un programme qui veut faire gagner au Sénégal un point de pression fiscale par an à l'horizon 2023. Khadisen. Yatal Nat Tegui Yokoute, nos contributions pour un développement inclusif, la mobilisation des ressources via le paiement des impôts est plus que nécessaire. Sur 6 millions de la population active, moins de 500 000 payent directement les impôts. Le directeur général de la DGID, Bassirou Sambagnas, nous présente le système fiscal du Sénégal. Le système fiscal est assis sur 85 000 contribuables que gère la Direction générale des impôts et des domaines. Mais sur ces 85 000, seuls 25 000 payent. Mais notre système fiscal est assis également sur des salariés du secteur privé et du secteur public qui sont connus par nos services, qui ne dépassent guère 450 000. Vous rajoutez tout ça, on est donc moins de 500 000 à payer directement l'impôt. Le programme Yatal vient corriger cette disparité lancée par la DGID. Il vise à augmenter l'assiette fiscale avec une cible de 20% à l'horizon 2023. Le Yatal signifie appeler tout le monde à contribuer pour le développement de son pays. Mais le Yatal également, si nous voulons appeler tout le monde, il faut donner également les moyens à ces personnes-là, à ces entreprises-là de développer leur activité. Au-delà de la sensibilisation, des moyens internes seront déployés pour pousser l'individu à accepter qu'il doit payer. Bassirou Sambagnas. Nous avons constaté comme contrainte au niveau de nous-mêmes, administration, que nous sommes présents que dans les capitales régionales. Il nous faut être dans les départements, il nous faut être même probablement dans certaines communes pour nous rapprocher et pour mieux servir les usagers et mieux collecter l'impôt pour les besoins du développement de ce monde. Les acteurs de l'économie informelle interpellés adhèrent à ce programme. Cependant, l'UNACOIS Yessal souhaite une grande vulgarisation du programme Yatal afin d'être édifié. La deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien s'est tenue jeudi à Dakar. La libre circulation des biens et les questions sécuritaires constituent les priorités de Dakar et Banjul. Les deux chefs d'État ont convenu d'exécuter les deux feuilles de route adoptées. La collaboration est renforcée pour stopper la coupe de bois. Dakar et Banjul ont adopté deux feuilles de route sur les questions sécuritaires, la gestion des frontières, la protection de l'environnement et la libre circulation. Préoccupés par le trafic intense de bois, les deux pays vont renforcer la lutte à travers un cadre multisectoriel conjoint. Concernant la libre circulation, le président Macky Sall insiste sur la fluidité du transport. La construction du pont de la Sénégambie, après des décennies d'attente de part et d'autre, est une belle illustration de ce que nous pouvons faire ensemble. Il est important de ce point de vue que nos deux gouvernements veillent à la fluidité du transport public et privé de part et d'autre. Il est tout aussi important que nos gouvernements poursuivent les concertations de façon à lever les entraves à l'application intégrale de l'accord sur les transports routiers. Je pense au parachèvement des travaux de délimitation et de démarcation de la frontière. Je pense à la préservation de l'environnement dans l'espace sénégambien. Le trafic illicite de bois est en train de décimer nos forêts. C'est une catastrophe majeure que nous ne pouvons pas laisser perdurer. Je veux dire fermement aux coupeurs de bois, aux trafiquants,
et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. La frontière commune va ainsi rester ouverte 24 heures sur 24, explique Dr Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la Gambie. Des patrouilles mixtes seront effectives le long des frontières. Les travaux vont également reprendre pour la délimitation et la démarcation des frontières pour éviter les litiges et conflits. Dakar et Banjul ont signé plusieurs accords sur l'entraide judiciaire, l'extradition, le commerce, le transit pour améliorer l'intégration. Dakar et Banjul sont des exemples, dit le président Adama Barrow. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 36 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Lutte contre l'épidémie de coronavirus, le Sénégal prend ses dispositions pour contrer la maladie. Les 5 mesures fortes annoncées par le chef de l'État satisfont au docteur Khoudia Sow, médecin anthropologue et invité de Biomargueil dans Objection de ce matin. La spécialiste a fait tout de même des recommandations pour l'accompagnement des malades. À Thiès, le campus universitaire commence à se vider de son monde. Les étudiants plient bagages et rentrent chez eux conformément à la décision du chef de l'État de fermer écoles et universités dès demain lundi 16 mars. Des écoles et universités qui seront fermées pour une durée de 3 semaines. Pendant ce temps, l'équipe municipale de Louga se prépare et se met en croisade contre le virus Covid-19. 3 camions de produits antiseptiques ont été déployés dans les quartiers et lieux à forte affluence de la ville sur l'international. Le Vatican annule toute célébration de la Semaine sainte de Pâques. C'est en raison de l'état actuel d'urgence sanitaire internationale, alors que la France a décidé de réduire fortement les transports longue distance pour limiter la propagation du coronavirus. L'Autriche va plus loin et interdit les rassemblements de plus de 5 personnes. Les sports et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentée par Marie-Rosalie Ndiaye ont bouclé cette édition mise en onde par Hassan Thioune. À 13h, retrouvez Odile Minkilan pour le journal en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes.